suis né à Strasbourg. Je suis arrivé assez rapidement à La Réunion, à l'âge de 12 ans, et c'est là que j'ai fait en fait toutes mes études de collège et de lycée. Et j'ai eu énormément de chance de rencontrer lorsque j'étais au lycée des profs incroyables qui ont été les premiers en fait à me mettre entre les mains des vrais robots, à m'apprendre comment ça marche, et en fait simplement cultiver la passion que j'avais déjà, et ça m'a ouvert en fait de grandes portes par la suite, puisque après mon bac S, je suis parti en France, je suis retourné à Strasbourg où j'ai fait 2 années de classe prépa, et ensuite j'ai intégré l'université Pierre et Marie Curie à Paris, où j'ai fait un diplôme d'ingénieur, un diplôme de master, et j'ai aussi fait un doctorat. Et à la suite de ces 3 diplômes, en fait, j'ai intégré l'université à Londres, qui s'appelle l'Imperial College, où je suis maintenant chercheur en intelligence artificielle et en robotique. Quels sont les projets que vous avez déjà réalisés? Pendant ma thèse, j'ai travaillé en fait sur un robot qui essaie de s'adapter ou qui est capable de surmonter en fait des pannes mécaniques. L'idée en fait, c'est que les robots sont des systèmes complexes qui peuvent tomber en panne de plein de façons différentes, et les méthodes développées ou proposées par l'ingénierie, par exemple dans l'aérospatiale pour les avions et tout, en fait, nécessitent d'anticiper toutes les situations que le robot pourrait rencontrer. Le problème, c'est que si le robot en fait, est très compliqué et que les environnements dans lesquels ils évoluent sont très compliqués, tout anticiper devient impossible. Et en fait, on s'est dit, un enfant, c'est aussi un système très compliqué. Pourtant, lorsqu'il se blesse, il arrive facilement en fait, à se débrouiller. Un enfant qui se foule la cheville n'a pas besoin d'être un médecin et comprendre exactement ce qui lui arrive avec ses tendons et ses ligaments pour simplement comprendre qu'en boitant, il peut rentrer à la maison, ça lui fait moins mal et qu'il peut surmonter la panne. Là, on a essayé de faire durant ma thèse la même chose, on a essayé de permettre au robot d'apprendre par apprentissage un nouveau comportement qui pallie la situation. Et en fait, on a réussi à faire ça. On a réussi surtout à descendre le temps d'apprentissage et faire en sorte que le robot puisse s'adapter en seulement 2 minutes. Donc typiquement, je montre des expériences où je prends mon robot qui a 6 pattes, qui marche tranquillement, je lui arrache une patte ou je lui débranche certains moteurs. Et 2 minutes après, le robot a trouvé une nouvelle façon de marcher, très différente, où il utilise ses pattes d'une manière assez originale, et il arrive à surmonter la situation et à continuer sa mission, à aller de l'avant. À l'heure actuelle, depuis que j'ai intégré l'Imperial College, maintenant j'essaye d'appliquer le même genre de méthode, mais en fait pour faire en sorte que le robot, au lieu de s'adapter à des situations ou à des environnements, s'adapte à l'utilisateur pour essayer de favoriser en fait l'interaction entre l'humain et le robot. Et on applique ça en fait dans le cadre d'un projet européen où on essaye de faire en sorte de créer un compagnon pour les enfants diabétiques, pour les encourager en fait à s'appliquer dans leur traitement, parce que le traitement du diabète est quelque chose de très contraignant, où il faut être très rigoureux, bien suivre son alimentation et bien suivre ses traitements d'insuline. Et en fait on essaie de créer avec un robot un compagnon pour l'enfant, pour le rassurer, pour l'éduquer, pour essayer de lui faire comprendre que c'est pas de sa faute s'il est malade, que c'est important d'être rigoureux et que il faut pas s'inquiéter de l'avenir et que ça va aller. Et on essaye en fait d'utiliser ces méthodes d'apprentissage pour permettre au robot de s'adapter aux préférences d'utilisateurs qui peuvent changer aussi très rapidement et qui sont aussi différentes pour chaque individu. Ça signifie que pour un enfant, les consignes qui arrivent, qui viennent d'un robot sont moins contraignantes que le protocole imposé par un médecin. C'est surtout en fait un autre intervenant, un autre niveau en fait. C'est pas la même chose qu'un médecin qui est quelqu'un un peu inaccessible, c'est pas la même chose qu'un parent qui en fait souvent s'inquiète beaucoup et impose malgré lui en fait une sorte de pression sur les enfants. C'est pas non plus un enfant, un copain de la cour de récré qui pourrait juger de manière un peu négative l'enfant malade. Non, c'est un ami en fait, c'est vraiment essayer d'apporter un nouveau vecteur de support pour l'enfant pour essayer de l'encourager dans cette situation difficile. Et on essaye justement de lui apprendre des choses par l'intermédiaire de jeux, par exemple en lui posant des questions sous forme de quiz, où il va progressivement en fait apprendre un peu plus sur sa maladie et sur lui-même. Et on pense en fait que c'est un moyen assez intéressant pour les enfants pour essayer de surmonter cette épreuve difficile. Quels sont les avantages d'un tel concept robotique pour la conquête de l'espace ? Alors pour la conquête de l'espace, la robotique est un excellent outil parce qu'en fait ça permet d'aller explorer des zones qui sont inaccessibles pour l'homme. On l'a vu donc par exemple avec les robots qu'on a envoyés sur Mars, mais on peut aussi le voir avec l'exploration sous-marine où on envoie des robots de plus en plus loin dans les profondeurs marines, et ça permet vraiment de pouvoir
comme se téléporter, avoir une téléprésence, on appelle ça une téléprésence, dans un lieu qui est complètement inaccessible pour l'homme. Et on peut commencer donc dans l'exploration spatiale, à faire des prélèvements, à essayer d'embarquer en fait des mini-laboratoires sur le dos des robots pour qu'ils puissent prélever des échantillons, analyser la Terre, analyser les pierres, regarder les gaz, l'atmosphère qui est sur la planète. Et donc, ça permet en fait de téléporter les scientifiques de manière virtuelle dans des endroits inaccessibles pour l'homme. Quels sont les projets sur lesquels vous allez travailler dans l'avenir? À l'avenir, je ne sais pas, mon but, ce que j'aimerais, c'est en fait essayer de comprendre comment on arrive à être aussi intelligent en fait. Quelles sont les racines, quels sont les moyens qui permettent aux êtres vivants d'être intelligents. Et je ne parle pas uniquement de l'intelligence comme on peut imaginer avec un joueur d'échecs. Ça, en fait, on a déjà résolu ce problème avec Deep Blue, ou plus récemment avec le programme informatique AlphaGo, où la société DeepMind a réussi à programmer une intelligence artificielle pour battre le champion, ou un des grands champions du monde du jeu Go, pardon. Mais je voudrais plutôt savoir comment on fait pour créer des systèmes qui soient aussi agiles, aussi adaptés à leur environnement comme les animaux. Si vous regardez par exemple un écureuil, il est entièrement adapté à son environnement, il a une agilité, une forme d'intelligence physique qui est assez surprenante, et je voudrais essayer de comprendre quels sont les moyens, quels sont les facteurs qui permettent l'apparition de ce genre d'intelligence et potentiellement doter les robots de cette forme d'intelligence.